Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Ukraine. Ici, l'Azerbaïdjan a officiellement lancé la production en série d'obus d'artillerie aux normes soviétiques et les envoie désormais aux forces armées ukrainiennes. Et alors que les Russes ont lancé une campagne de frappe délibérée contre les installations azerbaïdjanaises en Ukraine, ils ont, sans le vouloir, ouvert une nouvelle source de munitions cruciale pour la flotte d'artillerie sous-utilisée de l'Ukraine. L'Azerbaïdjan produit des obus de 122 mm et de 152 mm compatibles avec les systèmes d'artillerie ukrainiens datant de l'époque soviétique, comme les D-30 et MSTAB. Ces armes représentent encore une part importante de l'inventaire ukrainien, avec plus de 350 systèmes encore en service, mais leur utilisation opérationnelle a diminué en raison du manque de munitions. Alors que les partenaires de l'OTAN se sont concentrés sur la fourniture d'obus de 155 mm pour alimenter les systèmes d'artillerie envoyés par l'Occident, l'accès de l'Ukraine au calibre de normes soviétiques est resté limité, laissant des unités d'artillerie entières soit inactives, soit fortement sous-utilisées. Désormais, avec l'entrée en jeu de l'Azerbaïdjan, la donne change, car des responsables ukrainiens estiment que si seulement la moitié des systèmes inactifs sont réapprovisionnés et redéployés, la puissance de feu globale de l'artillerie pourrait augmenter de 20 à 30% dans certains secteurs. Pour y parvenir, l'usine Avia Agrega azerbaïdjanaise, qui gère cette production, a été modernisée avec des presses turques Lasko 1000 et Lasko 350 afin d'atteindre une production de plusieurs milliers d'obus par jour. Alors que des médias azerbaïdjanais rapportent également que des négociations sont en cours avec des entreprises de défense bulgares pour augmenter la production de douilles, leur capacité devrait considérablement s'accroître à mesure que l'expertise locale et les chaînes d'approvisionnement se développent. Cette nouvelle production d'obus intervient au moment où la Russie a commencé à cibler les infrastructures azerbaïdjanaises en Ukraine. Plus récemment, des drones russes ont frappé le dépôt pétrolier Svitanok Oil Trade à Odessa, une installation clé appartenant à une compagnie pétrolière d'État azerbaïdjanaise appelée Sokar. 10 jours plus tard, une nouvelle vague de drones a touché le même dépôt, endommageant des réservoirs de carburant, des bâtiments techniques et des connexions de pipeline. Les frappes russes étaient délibérées et répétées, mais l'Azerbaïdjan n'a pas reculé. Quelques heures seulement après la seconde attaque, le président Ilham Aliyev a réaffirmé que la coopération énergétique avec l'Ukraine se poursuivrait, quelle que soit l'ingérence russe. 2 jours plus tard, il a ordonné l'envoi de 2 millions de dollars d'équipements électriques à l'Ukraine pour aider à reconstruire les réseaux électriques endommagés. Ce n'était pas une posture neutre, mais un signal politique clair indiquant que Bakou ne se laisserait pas intimider par la pression russe. Mais le véritable tournant est survenu quelques semaines plus tôt, lorsqu'un missile russe a frappé la zone autour de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Kiev, tuant et blessant des civils. L'attaque est survenue immédiatement après que Aliyev a fait des déclarations publiques soutenant Zelensky, et elle a largement été interprétée comme une menace destinée à ramener l'Azerbaïdjan dans le rang. Au contraire, cela semble avoir renforcé la position de Bakou, car au lieu de faire marche arrière, l'Azerbaïdjan a accéléré à la fois son soutien politique et matériel. Ce qui a suivi fut une séquence délibérée d'escalade, d'abord une riposte diplomatique, puis des mesures économiques ciblées, et maintenant une réponse militaire directe par la fourniture d'armes. La décision de Bakou de produire massivement des obus pour l'Ukraine reflète également un calcul plus profond, puisque ces calibres sont encore utilisés par l'armée azerbaïdjanaise elle-même. Toute augmentation de la production d'obus offre désormais au pays une sorte d'assurance si les tensions avec la Russie devaient s'aggraver. Si la dissuasion échoue, l'Azerbaïdjan pourrait immédiatement réorienter sa production pour ses propres besoins. Ainsi, l'Azerbaïdjan adopte essentiellement la même posture que celle que les alliés occidentaux de l'Ukraine adoptent progressivement. La capacité de production créée aujourd'hui pour Kiev pourrait servir demain à se défendre soi-même ou à défendre ses alliés, qu'il s'agisse de l'Azerbaïdjan, des pays baltes, de la Pologne ou de la Finlande. Globalement, la Russie a frappé les actifs énergétiques de l'Azerbaïdjan pour intimider et isoler un autre voisin post-soviétique, mais le résultat a été tout l'inverse. L'Azerbaïdjan expédie désormais des obus d'artillerie à l'Ukraine, développe son industrie de défense et s'aligne de plus en plus sur le système de sécurité occidental. Cette initiative permet à l'Ukraine de retrouver une partie de sa puissance de feu héritée de l'ère soviétique et envoie un message à Moscou: les menaces ne garantissent plus l'obéissance. Pour l'Azerbaïdjan et d'autres pays à la périphérie de la Russie, la voie à suivre n'est pas la neutralité, mais la préparation. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.